C'est reparti, donc cette fois-ci pour les anesthésies loco-régionales, bien sûr, pour ce qui va concerner la dentisterie, donc ce qu'on va appeler les blocs loco-régionaux de la face. Donc en introduction, la gestion de la douleur, rapidement, évidemment, c'est une préoccupation majeure pour le propriétaire. Très clairement, je pense que ça, si on parle de douleur dentaire, tout le monde sait, enfin, il y a des chanceux qui ne savent pas, mais tout le monde sait ou s'imagine, se représente ce que sont les douleurs dentaires. Donc au propriétaire, quand on évoque et qu'on parle du fait que le chien, le chat puisse avoir mal aux dents ou que pendant un acte dentaire, il puisse y avoir de la douleur générée, ça le propriétaire en est, je pense, pleinement conscient. C'est une préoccupation donc, du propriétaire, mais une préoccupation de plus en plus, je pense vous êtes tous conscients de ça, du vétérinaire. Maintenant, il y a de plus en plus de formation, de communication vétérinaire sur prise en charge de la douleur au sein du cabinet, etc. Donc c'est bien sûr dans cette optique-là, dans cette philosophie-là que je vous présente ces anesthésies loco-régionales. Donc ça va permettre une gestion de la douleur donc péri-opératoire pendant l'intervention, mais également aussi post-opératoire, c'est-à-dire que les anesthésies locales que l'on va réaliser là vont agir plusieurs heures. Et donc au moment du réveil de l'animal, réveil de son anesthésie générale, vont encore faire effet. Donc ça ne peut être que bénéfique également pour avoir un réveil plus calme et moins de douleur. Ça va s'inscrire dans un contexte d'analgésie multimodale, donc je pense que vous connaissez ça aussi bien que moi, c'est vraiment avoir une notion globale de l'analgésie en jouant sur différentes gestions de la douleur par différentes molécules, différents moyens, et c'est ces différents moyens qui permettent une meilleure encore gestion de la douleur. Vous allez voir, c'est relativement facile à appliquer, c'est quelques repères anatomiques à connaître. C'est quand même très peu risqué, il y a quelques risques, mais on va en parler. En les connaissant, on s'aperçoit qu'ils sont relativement faibles. C'est rapide et ça coûte presque rien. Donc ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Le matériel, il va nous falloir peu de matériel. En fait, il va nous falloir une seringue. Alors j'ai mis une seringue de 1 ml, c'est parce que là j'étais plus dans l'optique des extractions dentaires chez le chat, mais chez le chien il faudrait une seringue de 2,5 ml sur un chien qui a un poids un peu plus important, donc une seringue de 1 ou 2,5 ml, une aiguille orange ou bleue, des anesthésiques locaux bien sûr, des connaissances on va dire anatomiques et éventuellement une calculatrice pour calculer les doses d'anesthésique à injecter. Si ce n'est pas forcément tout de suite intuitif, tout du moins pour le début. Les produits, donc on va utiliser des anesthésiques locaux, là je passe rapidement sur la pharmacologie de tout ça, vous connaissez, ça agit sur les canaux sodiques, ça va en fait interrompre la transmission d'un influx électrique au sein des nerfs. La notion d'analgésie multimodale, donc ça veut dire que là on va vraiment agir localement sur donc, la transmission de la douleur au sein des cellules nerveuses en agissant sur les pompes à sodium, mais ça va s'ajouter évidemment à d'autres analgésiques qui vont faire partie de votre protocole anesthésique, les opioïdes, qui agissent donc sur différents récepteurs, éventuellement les alpha-2 agonistes qui ont aussi une valence analgésique et les anti-inflammatoires non stéroïdiens si l'animal peut en recevoir. Donc vous voyez, on a facilement 3-4 options, 3-4 canaux d'action contre la douleur, d'où encore une fois cette notion d'analgésie multimodale très importante pour les anesthésistes. Le fait d'agir sur la douleur en différents endroits va permettre d'utiliser, et c'est loin d'être négligeable, moins d'agents anesthésiques. Donc notamment si on est en fixe, il y aura moins de repousse d'anesthésique. Si on est en gazeuse, il y aura moins d'isoflurane à utiliser. Donc ça ne peut être que bénéfique pour le chien, pour le cardiovasculaire, pour la pression artérielle du chien, et puis pour le porte-monnaie du vétérinaire, puisque bien sûr l'isoflurane est relativement coûteux. Les produits qu'on va utiliser, retenons-en deux.
La lidocaïne, que vous connaissez tous, que vous avez tous dans vos tiroirs. Un autre peut-être un peu moins fréquent, la bupivacaïne, un peu moins connu en vétérinaire, ou en tout cas on peut se le procurer moins facilement, parce qu'en fait là, c'est pas en centrale qu'on l'a, c'est directement auprès du laboratoire. Donc bon, ici, pour ne pas les citer, parce que c'est sur la photo à Guétan, mais ça peut être d'autres laboratoires. Mais vous ne le retrouverez pas en centrale. Il faut faire une commande directe au fournisseur, au fabricant, pardon. Juste pour rappel, alors là, c'est des tarifs que j'avais trouvés il y a quelques années. Ça a peut-être un peu changé, mais bon, grosso modo, hein, c'est pour avoir une idée de ce que va coûter une anesthésie loco-régionale. Un flacon de bupivacaïne coûte une quinzaine d'euros. Un grand flacon de 50 ml de lidocaïne à 2% coûte 3,5 €. Donc vraiment pas grand-chose, surtout par rapport aux doses qu'on va utiliser. L'intérêt de ces deux molécules, d'utiliser de la lidocaïne et de la bupivacaïne, ça va être de cumuler leurs effets, leurs bons effets, si on peut dire. La lidocaïne est un anesthésique local qui est rapide en action, mais qui a une durée d'action relativement courte. Il agit en quelques minutes et il agit 1 heure ou 2. A contrario de la bupivacaïne, qui a une vitesse d'action relativement longue, 20 minutes, un délai d'action relativement long, de l'ordre de 20 minutes, mais en revanche, qui va avoir une action beaucoup plus longue, 6 à 8 heures. Donc ça, c'est loin d'être négligeable, parce que 6 à 8 heures d'anesthésie, c'est vraiment très, très bénéfique, notamment pour le réveil de l'animal. Associer les deux, ça va permettre de cumuler les avantages, c'est-à-dire qu'on va avoir une action à la fois rapide de la lidocaïne et une action longue de la bupivacaïne, sans avoir de cumul, ou sans avoir trop de cumul, on va dire, de toxicité. La toxicité, justement, de ces produits, quand même à connaître, c'est un effet toxique sur les organes riches en membranes excitables, donc avec des canaux sodiques, en fait, hein, donc essentiellement les cellules nerveuses et le cerveau, en premier lieu, et le myocarde, donc des effets neuro et des effets cardiaques. Les effets neurologiques, en fait, on les a quasiment jamais. Il faut vraiment avoir des doses extrêmement fortes, injecter des doses extrêmement importantes pour avoir des effets neurologiques. Les premiers effets toxiques que l'on va avoir avant d'atteindre ces doses neurologiques vont être les effets cardiovasculaires. Donc, ils vont être des arythmies, un allongement du QRS, une bradycardie, une vasodilatation périphérique, jusqu'à en arriver à une hypotension et au cas le plus extrême à l'arrêt cardiaque. Donc évidemment, quand on dit ça comme ça fait très peur. Mais pour ça, il faut vraiment avoir atteindre des doses toxiques. Donc pour utiliser tout cela en toute sécurité, il va juste tout simplement savoir connaître les doses toxiques et éviter l'injection intraveineuse de ces anesthésiques locaux. Donc pour éviter l'injection dans le sang direct de ces anesthésiques locaux, il faut tout simplement toujours, mais ça c'est valable que ce soit pour la face ou pour ailleurs, toujours aspirer avant d'injecter, pour s'assurer qu'on n'est pas dans un vaisseau et ne pas injecter directement dans le sang. Première sécurité. Et deuxième sécurité, bien être en deçà des doses toxiques. Les doses toxiques de la lidocaïne, chez le chien, elles sont de 10 mg par kilo. Et chez le chat, c'est plus facilement toxique chez le chat, elles sont de 2 à 4 mg kilo. Donc on va utiliser une dose de 1 mg kilo pour être bien en deçà des doses toxiques, que ce soit chez le chien ou chez le chat. La bupivacaïne, chien et chat, la dose toxique, elle est de 2 mg kg, donc on va utiliser une dose inférieure à 1 mg kg. Et si on respecte ces dosages, quand bien même par erreur on ferait une injection intraveineuse, on ne devrait même pas avoir d'effets toxiques, de mauvais effets secondaires, puisque on est en deçà des doses toxiques, bien en deçà. Donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va utiliser parce que c'est bien beau de donner les doses, mais après, en pratique, il faut s'en débrouiller. On va utiliser de la bupivacaïne à 0,5%. Alors là, petit quiz, la bupivacaïne à 0,5%, qu'est-ce que c'est ? C'est 0,5 mg par millilitre, c'est 5 mg par millilitre, c'est 50 mg par millilitre, c'est 5 g par litre. Parce que c'est bien beau de dire, parce que pour nous compliquer les choses, ils ne nous mettent pas ça en milligrammes par millilitre, ils nous mettent ça en 0,5%. Alors, normalement, on est quand même censé savoir ce genre de choses. Si on a un petit oubli, quand même, si on regarde sur le flacon, quelque part sur l'étiquette, ça doit bien être écrit. Mais donc 0,5%, c'est du 5 mg par millilitre.
Et donc la lidocaïne, qui est généralement de la lidocaïne à 2%, alors ça peut exister, la plus fréquente en véto, c'est de la 2%, des fois on en trouve à 1%, mais à 2%, c'est du 20 mg par millilitre. Donc bien sûr, il faut connaître la dilution de notre produit pour injecter les bonnes doses. En pratique, toujours, pour un chat de 4 kg, il va nous falloir 4 mg de bupivacaïne et 4 mg de lidocaïne, soit 0,8 ml de bupivacaïne à 0,5% et 0,2 ml de lidocaïne à 2%. Ce qui, in toto, représente 1 ml de produit, une fois qu'on les a mélangés, et c'est ce volume de 1 ml, c'est le volume maximal que l'on va injecter dans le chat. Là, on parle d'un chat. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 ml, si on a un bloc à lui faire, on va lui injecter on va voir après, 0,25 ml en un site. S'il y a un deuxième site, on va injecter 0,25 ml dans un deuxième site, troisième site, quatrième site, et on ne dépassera jamais au total les 1 ml. Il n'est pas question de lui injecter 1 ml là, 1 ml là, 1 ml là, 1 ml là, parce que là, on aura bien sûr dépassé la dose toxique. C'est les 1 ml in toto à injecter en différents sites, à répartir en différents sites. Donc j'ai pris l'exemple du chat de 4 kg parce que bon, c'est le chat standard, avec l'idée que si chez le chat on utilise une seringue de 1 ml, globalement sur un chat de poids à peu près normal, si vous prenez plus de 1 ml de solution à injecter, il faut qu'il y ait une petite alerte et vous dire c'est pas normal que j'ai plus de 1 ml, c'est que j'ai dû faire une erreur de calcul, donc la sécurité des 1 ml est bonne à retenir, je dirais. En termes de prix, ça représente, grosso modo, 60 centimes de bupivacaïne et 1,4 centime de lidocaïne. Donc là, l'anesthésie loco-régionale des 4 cadrans des mâchoires du chat coûte quelques 60 centimes, donc autrement dit, il n'y a rien, et une seringue, donc ça ne vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Autre calcul, donc chez un chien de 15 kg, 15 mg, donc comme on fait du 1 mg kg, pour un chien de 15 kg, 15 mg de lidocaïne, ça fait 0,75 ml, 15 mg de bupivacaïne, ça fait 3 ml, donc in toto, on va avoir 3,75 ml qu'on va pouvoir répartir en différents secteurs d'anesthésie loco-régionale. Et en fait, ce volume de 3,75 ml, généralement, vous allez comprendre que c'est même bien de trop pour pouvoir faire les différents sites. Donc nos blocs de la face, le but, c'est d'anesthésier le nerf sensitif de la face, qui est le nerf numéro 5, qui est le trijumeau. Le trijumeau, il est composé, comme son nom l'indique, de 3 branches. La branche ophtalmique, la branche maxillaire et la branche mandibulaire. C'est la branche maxillaire et mandibulaire qui vont nous intéresser, bien sûr, pour tout ce qui est la bouche et la face. En dentisterie, ça va nous être très utile dans la plupart des soins dentaires, bien évidemment les extractions dentaires, les différentes chirurgies muco-gingivales, voire même cutanées au niveau du menton, au niveau maxillaire. Et en chirurgie orale et maxillofaciale, pour les mandibulectomies, maxillectomies, pour les chirurgies du palais ou lors de traumas maxillofaciaux, ça va nous être tout à fait utile. Les techniques. Le bloc maxillaire. Donc le but, c'est anesthésier le nerf maxillaire, une des branches du trijumeau, numéro 5, nerf numéro 5. Ce bloc maxillaire, ici, sur le crâne, on sait qu'il vient passer ici. Donc là, on a l'œil, bien sûr. On voit le crâne un petit peu par-dessus. Il y a l'œil qui se situe ici. Il passe, en fait, sous l'œil pour venir passer ici dans un foramen, là, qui est le foramen infraorbitaire, rentrer dans le canal infraorbitaire, sortir par le foramen infraorbitaire et venir ensuite innerver le maxillaire et les babines. Donc pour accéder à ce bloc, à ce nerf maxillaire, on va venir repérer le canthus latéral de l'œil, l'arcade zygomatique, que je vous ai modélisé ici, dessiné en jaune, qui est tout à fait palpable extérieurement,
Et on va donc repérer l'arcade zygomatique. Et au niveau du canthus latéral, à la même hauteur, si je puis dire, que le canthus latéral, juste ventralement à l'arcade zygomatique, on vient planter notre aiguille là à la perpendiculaire. Donc là, en fait, il y a, en dessous de cette arcade, il n'y a que du muscle, hein, c'est les masséters. Planter à travers les muscles pour que notre aiguille arrive ici, au passage du nerf. On va injecter en fonction de la taille du chien ou du chat, donc pour un chien 0,2 à 0,25 ml. Plus le chien est grand, on peut aller jusqu'à 1 ml pour un grand chien. On va injecter donc notre volume d'anesthésique locale qui va venir donc se diffuser au contact du nerf et donc réduire l'influx nerveux et donc anesthésier le nerf. Ça va nous permettre d'anesthésier en fait tout le maxillaire, donc de l'os incisif, le maxillaire, le palatin, pour notamment toutes les dents maxillaires et les tissus mous, buccaux et nasaux qui sont rattachés à ce maxillaire. Donc à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du nez. L'avantage, c'est qu'on a une large zone anesthésiée, parce que ça anesthésie tout le maxillaire. L'inconvénient, c'est que la technique est relativement précise. Je vous ai donné des repères, mais bon, forcément, on plante quand même une aiguille là au milieu, qui est censée arriver là. Avec les repères, on y arrive, mais on n'est pas une certitude absolue d'être au contact du nerf. La même chose chez le chien, c'est exactement pareil. Notre nerf, il passe ici et il vient rentrer la sortie, enfin rentrer ou plutôt rentrer dans ce foramen et emprunter le canal infraorbitaire et ressortir ici. Donc chez le chien de plus grande taille, généralement, il faut le canthus latéral, on recule d'1 à 2 cm en fonction de la taille du chien et on vient passer juste ventralement à l'arcade zygomatique. On vient planter l'aiguille à la perpendiculaire et on injecte. Donc ça, c'est notre nerf maxillaire. Le bloc infraorbitaire, c'est de venir injecter cette fois-ci à la sortie du foramen infraorbitaire. L'intérêt, il est relativement limité par rapport au maxillaire, puisqu'en fait, on va réduire la zone d'action de l'anesthésique locale. C'est-à-dire qu'en injectant là, on va anesthésier la zone plus en avant. D'accord ? Le nerf, il sort comme ça. Si on injecte ici, on anesthésie la zone en aval. Donc, injecter là n'a pas réellement d'intérêt par rapport au nerf maxillaire qui va nous permettre de tout anesthésier. En revanche, on peut modifier un petit peu cette technique pour anesthésier le nerf maxillaire plus en arrière en cathétérisant le foramen. C'est-à-dire que mon aiguille, là, je peux la rentrer dans le foramen. D'accord ? Comme je le fais là. C'est-à-dire que j'ai mon foramen qui est palpable, ici, juste au-dessus de la 3e prémolaire. Et je viens rentrer mon aiguille dans le foramen. Donc l'aiguille pénètre ici et se retrouve en fait quasiment au même endroit, mais en passant par ici. Vous me suivez là ? Ouais. Ce qui fait qu'en faisant ça, j'ai une technique très précise d'anesthésie du nerf maxillaire puis nerf infraorbitaire, puisque là, clairement, mon aiguille est au bon endroit. L'inconvénient de cette technique, quand on cathétérise le foramen, c'est la possibilité de léser le faisceau vasculo-nerveux. Après, c'est toujours une question de bénéfice-risque. Il y a, je pense, clairement un bénéfice à avoir une analgésie de bonne qualité. Le faisceau vasculo-nerveux va s'écarter sous l'aiguille, normalement, donc le risque est très modéré. Toujours, je ne l'ai peut-être pas encore assez répété, là en décrivant les techniques, avant d'injecter, il faut aspirer, pour ne pas être dans un faisceau sanguin. La même chose chez le chien, 3e prémolaire. Au-dessus de la 3e prémolaire, vous avez le foramen mandibulaire, le foramen infraorbitaire, dans lequel on peut insérer l'aiguille. Là, l'aiguille, là, on voulait enlever cette tumeur, là, ici. On insère l'aiguille dans le foramen. Mon aiguille, là, elle rentre certainement jusqu'ici. Et là, je suis sûr, en étant dans le foramen, d'être au contact du nerf, enfin d'injecter au contact du nerf et de bien analgésier mon maxillaire, anesthésier mon maxillaire. OK ? Le bloc mandibulaire, l'étage mandibulaire. Cette fois-ci, on a notre nerf mandibulaire qui rentre dans un petit foramen qui est face médiale de la mandibule, donc face interne de la mandibule, là, à l'intérieur, là. On a un petit foramen, enfin même un gros foramen, dans lequel rentre donc le faisceau artério-veineux
et nerveux mandibulaire, qui devient le nerf alvéolaire inférieur ici, qui chemine dans le canal mandibulaire à l'intérieur de l'os. Et c'est dans cette zone-là qu'on va venir injecter notre anesthésique locale. Différentes manières d'aller injecter à cet endroit-là. Une technique extra-orale, où par l'extérieur, on va venir piquer. Les repères sont la dernière dent, l'arrière de la dernière dent, l'angle de la mandibule. Vous tracez une ligne droite entre cet angle et l'arrière de la dernière dent. Et à mi-distance, de ici à ici, vous avez le foramen. Ça va? Face médiale de la mandibule. Donc là, extérieurement, vous voyez la dent, elle est là. Avec votre doigt, vous palpez l'angle de la mandibule. Et médialement, face interne de la mandibule, vous avez le foramen. On sait qu'il est là. Pour y accéder, soit on passe par la peau, par en dessous ici, et on va planter notre aiguille, donc toujours médialement, pas là, hein, là, médialement à la mandibule, pour atteindre cette zone, et injecter chez un chat 0,2 ml jusqu'à 1,5 ml chez un grand chien. Soit, autre possibilité pour accéder au même endroit, par la bouche. Donc là, on lui a ouvert la bouche. Par la bouche, on vient longer, donc par la bouche, on vient en arrière de la dernière dent, longer l'os avec notre aiguille pour arriver jusqu'à cette zone. En faisant ça, on anesthésie tout ce qui est en aval, donc le corps mandibulaire, les dents mandibulaires avec leur tissu mou adjacent. L'avantage, c'est la large zone anesthésiée. L'inconvénient, c'est que le foramen peut être difficile à repérer. Chez le chien, c'est pareil. Dernière dent, angle de la mandibule, vous tracez une ligne droite et il est à mi-distance, face médiale de la mandibule. D'accord ? Chez les chiens d'une certaine taille, à partir de 10-15 kg, au doigt, on le palpe. Vous passez votre doigt à l'intérieur de la bouche et vous arrivez à palper une petite dépression avec vous sentez un petit faisceau vasculo-nerveux, un petit faisceau qui roule sous la peau dans cette zone-là. Moi, j'ai toujours tendance à passer par la bouche directement. Je trouve qu'on est plus en ligne droite. Il y en a d'autres qui préfèrent passer par la peau. Après, ça peut dépendre aussi. Des fois, on peut avoir une grosse infection, une grosse tumeur qui nous empêche de passer par la bouche et on passe par l'extérieur. Enfin, c'est une possibilité. Quand vous avez une infection sur le site, ou une tumeur, ou une infection sur le site du foramen ou du foramen infraorbitaire, dans ces cas-là, soit vous trouvez une autre solution, soit vous ne faites pas l'anesthésie locale. Vous ne faites pas une anesthésie locale sur une zone infectée. Et généralement, vu où ça se situe, on est à distance des dents infectées ou des dents malades. Le bloc mentonnier, on peut passer très vite. Ça ne sert à rien de réaliser le bloc mentonnier, mais je vous le montre parce qu'il existe. Mais encore une fois, le bloc mentonnier, il va servir, on va anesthésier ce qui est en aval. Et donc, en aval du bloc mentonnier, en fait, il n'y a plus grand-chose. En gros, il reste la peau du menton. OK ? Parce que ça innerve même plus vraiment la canine, ça innerve plus vraiment les incisives, ça innerve la peau du menton. Donc, on a un foramen mentonnier qui est palpable, lui, pour le coup, chez le chien, ici. Ici, pardon. Mais qui, au final, présente peu d'intérêt. Et autant faire l'anesthésie du nerf mandibulaire. Les effets indésirables, donc ils vont être liés aux molécules, avec les effets cardiaques et neurologiques dont on a parlé. Encore une fois, moi je n'ai jamais été confronté à ces effets indésirables-là, parce que à partir du moment où vous ne dépassez pas les doses toxiques, en fait pour avoir ces effets indésirables, il faudrait vraiment le chercher, il faudrait dépasser les doses toxiques, donc déjà bien se gourer dans son calcul, et le faire en intraveineux. Donc ce serait un cumul de pas de chance. L'autre effet que l'on peut avoir, c'est plus un effet lié au volume qu'on injecte. Là, vous avez l'exemple là de ce chat-là, que je remets toujours. Donc ça, j'interviens moi à l'école Veto de Nantes,
et donc les étudiants font ces anesthésies locales-là. Enfin, il y a quelques années, en tout cas, ils étaient peut-être un peu moins encadrés que maintenant par les anesthésistes. Donc j'avais confié la seringue et le temps que je me retourne, que je revienne, l'étudiant ou l'étudiante, je ne sais plus, avait injecté la totalité de la seringue alors que c'était la dose pour faire 4 sites, quoi. Tout avait été injecté d'un coup sous l'œil, enfin pour le nerf maxillaire. Et donc bon, bah c'est fait, c'est fait. Et en fait au réveil, le chat était comme ça. On n'a jamais trop su, il y avait une sorte de spasme ici. Je n'ai jamais trop su, jamais trop compris ce qu'il avait eu. Mais j'imagine qu'en fait, c'était plus presque un effet lié au volume injecté qui a dû comprimer les nerfs, comprimer les muscles. Bon, le chat a été gardé la nuit, il n'a été rendu que le lendemain. Le lendemain, il était tout à fait normal, il n'a pas eu de conséquences. Mais voilà, je le cite, en fait, c'est la seule fois où j'ai eu ce genre de choses un peu... oh bah merde, là, pour le coup, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà. Je pense que clairement, c'est un effet lié au volume, qui du coup est une erreur, parce qu'il n'aurait pas dû avoir un tel volume injecté. Et après, c'est décrit, j'ai déjà été confronté à la situation, mais est-ce que c'est vraiment l'anesthésie locale? J'en sais trop rien. L'effet lié à l'anesthésie, le fait d'être anesthésié et de ne rien sentir, nous on connaît bien ça chez le dentiste, après on se mord j'allais dire la babine, on se mord la lèvre, on sent rien. Et le chien qui se réveille, il se mord la langue, il se mord la babine, il peut se mutiler parce qu'en fait, il sent rien. Je l'ai eu une fois de manière un peu impressionnante, c'était pas très grave au final, mais impressionnante, sur un golden qui clairement a fait, je pense que vous connaissez, un réveil de golden. Donc un réveil complètement foufou, et qui s'est mordu la langue bien comme il faut au réveil. Ça pissait le sang partout, c'était pas très grave au final, mais ça pissait le sang partout. Du coup, tout le monde a dit c'est l'anesthésie locale qui a fait que, peut-être. Et peut-être que sans anesthésie locale, avec son réveil de foufou, il aurait mordu sa langue pareil en fait. Mais c'est toujours cité dans la littérature, donc bien sûr je vous le cite. Il y a quand même cet effet-là, potentiel, mais très honnêtement, on va dire en 10 ans, j'ai eu une fois ce cas-là où il s'est vraiment mordu de manière impressionnante. Je ne suis même pas sûr que ce soit lié à l'anesthésie. Mais en tout cas, il faut quand même le citer. En conclusion, c'est un geste facile, rapide et peu coûteux. Anesthésie multimodale, on est en plein dedans, donc ça fait partie des bonnes pratiques de l'anesthésie et de l'analgésie. Et je me répète, la sécurité, si vous respectez les doses et les volumes, il n'y a pas de problème. Si vous connaissez les sites d'injection, ils ne sont pas très nombreux à connaître, c'est relativement facile, il n'y a pas de problème. Et toujours aspirer avant d'injecter pour ne pas faire d'effraction veineuse ou artérielle. Voilà pour ces anesthésies. S'il y a des questions. Il y a une question, mais sur une conférence précédente. Oui. On peut la mettre à l'écran ? Voilà. Si on enlève la dernière prémolaire, comment gérer la dent opposée qui risque de blesser la gencive? Donc j'imagine, si on enlève par exemple la dent du haut, comment gérer la dent du bas qui va potentiellement heurter la gencive? Est-ce que si on fait plusieurs extractions d'un côté et pas de l'autre, est-ce que cela peut entraîner une bascule de la mâchoire? Donc si on fait plusieurs extractions d'un côté et pas de l'autre, est-ce que cela peut entraîner une bascule de la mâchoire? Non. Vous aurez non, il n'y aura pas de bascule de la mâchoire. Les seules choses qui peuvent arriver, si vraiment on enlève, par exemple, notamment beaucoup de dents et les canines d'un côté, canines mandibulaires, vous pouvez avoir la langue qui bascule d'un côté. Et si vraiment on voulait pousser le raisonnement, le fait que la langue bascule d'un côté, imaginons sur un très gros chien type boxer, des fois le poids de la langue fait effectivement une légère bascule parce que le poids après poids, jour après jour, le poids fait qu'on peut avoir une petite bascule. Bon, ça reste un peu tiré par les cheveux, mais sinon, en théorie, non, pas de bascule de la mâchoire. Il faut bien considérer chez nos carnivores, chez les carnivores, on a très peu de contact entre les dents. Ce sont des dents qui s'entrecroisent, des prémolaires, les molaires s'entrecroisent avec très peu de contact. Et à partir du moment, donc comme cela, comme les lames d'un ciseau, si on enlève une dent, si on enlève plusieurs dents, les dents ne vont plus s'entrecroiser parce qu'il en manquera, mais en fait, on n'avait pas de contact avant, on n'en aura pas après. Donc en fait, ça ne va pas changer vraiment les équilibres.
Chez l'homme, quand on nous enlève une dent ou deux ou des dents, effectivement, comme on a des dents, nous, toutes nos dents sont à touche-touche, ce qui n'est pas le cas du chien ni du chat. Toutes nos dents sont à touche-touche, donc elles ont tendance à bouger un petit peu les unes par rapport aux autres, et donc l'articulé, ce qu'on appelle l'articulé, les dents du haut par rapport aux dents du bas, s'en trouvent modifiées, parce qu'il manque une dent, parce que les dents du bas ont un peu bougé, et puis tout se déforme un peu. Et donc, d'où chez l'homme l'importance de la réhabilitation, enfin, quand je dis réhabilitation, c'est-à-dire me remettre une fausse dent, d'une manière ou d'une autre, pour éviter ça, et puis pour le confort et pour l'esthétisme, mais pour éviter ça, ce problème-là vraiment n'existe pas chez les chiens et chez le chat. Vous enlevez une dent ou plusieurs dents, il y aura une dent en moins, mais il n'y aura pas de déplacement des autres dents. Et éventuellement un petit peu sur les incisives, parce qu'elles sont à touche-touche, mais enfin, fonctionnellement, ça n'a aucune importance. Et après, donc la première, comment gérer la dent opposée qui risque de blesser la gencive? Pareil, en fait, comme les dents s'entrecroisent, et qu'il n'y a pas vraiment de contact, si on imagine qu'on enlève une dent, elles vont pas plus s'entrecroiser qu'avant, pas plus se toucher qu'avant, et généralement on a très rarement ce problème de la pointe de la dent du haut qui vient taper dans la gencive du bas parce qu'on a enlevé une dent. Donc en fait ça se présente très peu. Certaines fois, chez le chien, globalement, ça ne se présente pas. Chez le chat, il peut arriver dans ces contextes un peu stomatiques, un peu inflammatoires, que du coup, comme tout ça réagit un peu mal, qu'on a un peu de l'hypertrophie muqueuse et tout ça, que bah, effectivement la dent d'en face vienne continuer de heurter le bas et inflammer le bas. Là, à part dire qu'il faut enlever la dent du haut, si c'était la dent du haut qu'on avait enlevée, si ça pose problème, j'ai pas d'autre solution. Mais c'est plus des contextes d'inflammation généralisée de la bouche chez le chat, et où de toute façon, chez les chats, à part extraire, il n'y a pas beaucoup de solutions. Voilà. D'autres questions? Non, c'est bon? J'ai quelques cas cliniques. Je ne sais pas où on en est du timing. 17h50, c'est ça, si je ne me trompe pas? 10 minutes? Ouais. Alors, attendez, on m'a appris un truc pour faire ça. Tac. Et voilà, hop là. Alors, donc, très rapidement, celui-là, Betty Basséount, 7 ans, donc premier cas clinique. Betty, elle est présentée en consultation tout simplement parce qu'elle sent mauvais. Donc, jusque-là, rien de bien anormal puisque c'est un Basséount. Et Betty, elle sent mauvais des bouches et des oreilles. Rien de bien anormal puisque c'est un Basséount. Elle n'a jamais reçu de soins bucco-dentaires. Elle a des problèmes aux oreilles, mais ce n'est pas le problème du jour. Et Betty, alors bon là bien sûr elle est anesthésiée, mais c'est un Basséount très plan-plan. On lui soulève ses grosses babines très facilement en consultation. Là, je vous dis, elle est anesthésiée, mais on voit ça en consultation. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, on voit du tartre en quantité importante, avec de l'inflammation gingivale. On voit cette gencive un peu tuméfiée au regard du tartre. Mais on voit autre chose. Voilà, j'ai entendu le mot. On voit quelque chose ici, donc on va zoomer un petit peu. On voit une zone là, ici, entre la gencive et ce qu'on appelle la muqueuse alvéolaire. Là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas cité le nom. Là, il y a toute cette ligne là, qu'on voit ici en bas, là, toute cette ligne qui s'appelle la jonction muco-gingivale, la jonction entre la muqueuse et la gencive. La jonction muco-gingivale qui est toujours un petit peu une zone de fragilité, notamment quand vous élevez vos lambeaux pour extraire une dent. C'est potentiellement un petit peu la zone, faut faire un petit peu attention parce que ça peut un peu se déchirer. Et puis, en cas d'infection, ça peut être une zone de fragilité. Donc on a accumulation importante. On a ce qu'on appelle une fenestration muqueuse, on pourrait parler de fistule, on a une fistule muqueuse. Et si on utilise notre sonde parodontale, on s'aperçoit que on glisse tout chousse là, dans la zone de la furcation, autour de ses racines. Donc on a une poche parodontale plus que profonde, puisque toute la sonde rentre dedans. Et si on la glisse dans l'autre sens, à la perpendiculaire, on a ce qu'on appelle une furcation 3, c'est-à-dire qu'on passe complètement à travers les racines. Donc, très clairement, on a une maladie parodontale avancée sur cette dent qui est détectée visuellement et instrumentalement. Radiographie dentaire, alors là j'en ai fait plein pour la beauté du geste.
On a notre carnassière, donc notre quatrième prémolaire, hein, carnassière maxillaire, quatrième prémolaire, qui présente une lise importante autour de ces trois racines. Vous voyez, on a une lise autour de cette racine-là, on a une deuxième racine ici, une troisième racine ici, on a une lise importante, on a une lise très très importante au niveau de la furcation. Mais on s'aperçoit aussi qu'on a une lise qui s'étend jusqu'à la racine distale, donc la racine arrière de la troisième prémolaire, qu'on voit ici aussi. D'accord, avec une atteinte certainement de la furcation. En revanche, plus en avant ici ça va, et plus en arrière, au niveau de la première molaire, a priori, on a une lamina dura respectée tout autour des racines. Alors, il y a un peu de superposition, mais on détecte quand même la lamina dura, et donc on a vraiment une infection qui s'est localisée sur ces deux dents-là, donc pas uniquement la quatrième prémolaire, mais aussi la troisième prémolaire. Quand on va regarder d'un peu plus près, qu'on vient un peu cureter là-dedans, en fait, on a une accumulation d'horreur. Et donc, bien sûr, le traitement va être de l'extraction dentaire sur ces deux dents souffrant de parodontite avancée. Donc, on élève un lambeau en essayant de préserver la muqueuse qui est fragilisée. On visualise très bien la lise osseuse importante. On sectionne nos dents déjà en deux. En fait, là, on a deux racines ici, on n'a même pas eu besoin de les sectionner, qui sont parties toutes seules. On vient éliminer tout ça et on vient cureter la zone largement, de manière vraiment à obtenir une zone propre, qu'on a débarrassé complètement de son infection et de son tissu infecté, tissu de granulation qui a pu se développer, avant de pouvoir resuturer notre lambeau. On me pose souvent la question, ah oui, mais on resuture sur un truc aussi sale? On resuture sur un truc qu'on a vraiment bien nettoyé, en fait. C'est ça. Évidemment qu'on ne suture pas sur un truc sale, on suture sur un truc qu'on a vraiment bien nettoyé. Et ensuite, on a, ça c'était la partie la plus infectée, on a une poche parodontale ici de 5 à 6 mm de profondeur sur une première molaire mandibulaire. On fait un cliché radiographique. Effectivement, on a une lise osseuse qu'on va qualifier de marginale en crête, enfin au niveau de la crête alvéolaire, mais avec une attache parodontale, une lamina dura intacte. C'est un petit peu coupé ici, mais croyez-moi sur parole, c'était intact aussi ici. Donc une dent clairement qui a une perte d'attache bien inférieure à 30%, donc une dent conservable, pour lequel on va venir réaliser, dans cette zone particulière qui est touchée par la maladie parodontale, un curetage sous-gingival, un détartrage sous-gingival avec notre détartreur ultrasonique, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Détartrage, polissage des autres dents, bien évidemment. Donc une zone très touchée par la parodontite, des extractions, des zones moins touchées, un détartrage, en veillant à bien détecter les zones sous-gingivales les plus atteintes et en procédant à leur curetage. Voilà pour ce cas. Cas suivant, on continue. Alors, Peps, un petit équel de 9 ans qui vient pour un jetage nasal. En fait, il vient pour un scanner, parce qu'il a un jetage nasal unilatéral suppuré depuis 4 mois. Il éternue beaucoup. Il a eu plein de traitements antibiotiques. Ça va un peu mieux, mais pas trop, avec les antibiotiques. Ça rechute tout le temps. Et dans l'histoire de ce petit Peps, ce qu'il y a, c'est que, dixit les propriétaires, il est vraiment, tous les ans, il est détartré, quoi, ou presque tous les ans, il est détartré, mais il a toujours eu mauvaise haleine. Ça a toujours, voilà ce que disent les gens. Référé pour scanner. Voilà la dentition de Peps que l'on voit cliniquement. Donc forcément, il y a des petites choses notables avec des récessions gingivales. Mais bon, il est référé pour scanner. Donc il a son scanner. Voilà ce que l'on observe. Donc clairement, une rhinite unilatérale avec destruction des structures endonasales, comblement de la cavité nasale droite ici, avec une lise osseuse vraiment péridentaire. Donc ça, c'est le croc. On a une lise autour du croc. Ça, c'est les prémolaires. On a une lise autour de la prémolaire. Plus en arrière, il manque des dents certainement et on a une lise, mais qui se situe vraiment dans la localisation péridentaire. Pareil ici pour la PM3. Et avec vraiment une perte des structures endonasales. Donc, conclusion du scanner.
rhinite unilatérale d'origine dentaire, puisque la lise osseuse vraiment se situe en périphérie des dents. Donc ça c'est le scanner, très bien, mais cliniquement ce petit PEPS, si on le regarde avant même de faire son scanner, eh bien juste avec un œil un peu averti, on s'aperçoit que le long des crocs, face palatine des crocs, on a de l'accumulation ici de tartre, de pus, d'exudat, ici aussi. Alors là c'est au niveau mandibulaire, ça ne concerne pas le nez bien sûr, mais également au niveau de la carnassière mandibulaire. Si on fait un sondage parodontal, en fait la sonde pénètre ici le long de la dent et en fait pénètre dans le nez. Donc on a cliniquement, visuellement en fait déjà diagnostiqué le problème. Là pour illustrer le cas, on a déjà eu un scanner, mais pour illustrer le cas je vous présente en plus des radios. On voit la même chose qu'au scanner, mais différemment, en 2 dimensions. On a une perte des structures endonasales ici. Vous voyez là, les structures endonasales, on les devine. Vous voyez peut-être pas trop sur l'écran. Si. Alors qu'ici, on ne distingue plus les structures endonasales. On a un remplissement liquidien, au sens radiologique du terme. Il y a effectivement du liquide dans le nez, mais c'est au sens radiologique un remplissage liquidien. Sur les dents plus en arrière, donc 3e prémolaire, 4e prémolaire, on a une lise autour de cette racine, une lise au niveau de la furcation, une lise au niveau de la furcation. Ici, on a une disparition complète de l'os autour de cette racine. Et là, on a vraiment comme un trou, hein, ici, une lise importante. Pardon, je suis allé un peu vite. Enfin non, pas trop vite. Donc en fait, ce chien, il va falloir faire des extractions dentaires nombreuses, associées à un curetage nasal. Donc là, en fait, on fait un grand lambeau sur tout le maxillaire pour décoller toute la muqueuse sur tout le maxillaire. On fait attention de préserver le foramen infraorbitaire, ici. Là, clairement, on a une lise osseuse visible ici. Ici, on n'a plus d'os. Là, c'est l'intérieur du nez, en fait. Hein. Là, on a une lise osseuse. Là, on a une lise osseuse. Les racines sont visibles. On enlève toutes ces dents et on a une cavité nasale ici remplie d'exudats, de pus, d'aliments, de poils, de ce que vous voulez. Donc on vient nettoyer, rincer, vider tout ça. Là, je lui avais mis une mèche péropératoire qui sera retirée en fait en fin d'intervention. Comme ça saigne un peu tout ça, en fait, je lui bourre une compresse avant de tout resuturer. Et puis avant son réveil, juste au réveil, on tire dessus pour lui enlever la mèche. Mais ça a permis de compacter un peu, de limiter les saignements. Par contre, vous ne pouvez pas lui laisser le chien, vous lui laissez ça au réveil, ça ne va pas. Et on referme tout ça. Alors désolé, j'ai pas la photo là, mais tout est refermé, le lambeau, tout est refermé sur une muqueuse ici ravivée, assainie. Et puis le chien, 1 ou 2 mois plus tard, le revoilà, donc avec sa muqueuse qui a cicatrisé. Et bon, bien sûr, il n'y a plus de dents, mais tout est bien sain. Et surtout, dixit les propriétaires, il n'y a plus de jetage et il a recouvert une seconde jeunesse parce que vraiment ce chien, pendant des mois et des mois, il avait une infection dentaire puis nasale qui s'est développée, hyper importante, hyper débilitante. Donc voilà, c'est un classique en fait sur un petit équel avec leur museau long et fin. La seule chose à signaler, c'est que ce chien-là, dixit les propriétaires, avait tous les ans un détartrage. Et malheureusement, tous les ans, il n'avait qu'un détartrage. Il n'avait pas de diagnostic, il n'avait pas de sondage parodontal. Ce chien, très clairement, il aurait dû tous les ans avoir un détartrage et j'en sais rien, extraction, et qui aurait évité la rhinite. Il serait fini édenté, ça certainement. Je ne dis pas qu'on lui aurait sauvé ses dents, mais on lui aurait évité la rhinite et les grosses complications de la rhinite. Plus que juste un détartrage sans s'intéresser à ce qui se passe en dessous de la gencive.